Vous avez mes micros de coupés. Je vous propose qu'on commence, ça fera venir les autres participants. Donc bonjour à tous. Quelques mots introductifs très brefs pour vous situer le contexte dans lequel ce webinaire est proposé. Il est organisé par la CCI et Mathémorphose dans le cadre de la feuille de route économie circulaire d'Angelo Métropole, qui contient un volet dédié au développement du réemploi dans le BTP. Donc c'est une des manières d'animer cette fiche action, c'est notamment ce webinaire. Donc, on a bien conscience que de nombreux événements ont été proposés sur ce thème. On a voulu pour aujourd'hui nous distinguer, entre guillemets, en proposant un webinaire, d'une part, à destination des maîtres d'ouvrage, architectes et des constructeurs, et aussi, d'autre part, qui serait centré sur l'actualité angevine et du Maine-et-Loire, avec donc le projet Mathémorphose, le retour d'expérience de Podélia et Matière Grise et un point d'actualité. Donc, avant de passer la parole à Julie Grelet de Mathémorphose, je remercie déjà les trois intervenantes qui ont accepté de se joindre à nous. Et je vous rappelle les points techniques qui sont un peu devenus classiques maintenant, hein. Donc, le webinaire est enregistré. Je vous remercie du coup d'éteindre vos micros. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, sachant qu'on les prendra à la fin de chaque intervention, sauf si vraiment il y a des questions de compréhension qui se posent. Et là, je pourrais interrompre les intervenants. Donc voilà, j'ai fini ces petits propos introductifs. Julie Grelet, je te passe la parole. Bonjour à tous, merci Pauline. Ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Je vois un oui Oui. de la tête de Pauline, super. Donc moi, je vais vous présenter, on va prendre à peu près une vingtaine de minutes pour vous présenter ce qui se passe sur le territoire du Maine-et-Loire, qui est effectivement le Mathémorphose, qui est pour structurer la filière réemploi des matériaux du bâtiment, donc sur ce territoire du Maine-et-Loire. Avant de rentrer dans cette initiative, je voulais qu'on refasse, alors je ne sais pas où chacun se situe par rapport aux éléments de contexte, c'est toujours bon de rappeler quelques chiffres. Donc juste pour se rappeler que le BTP est le premier consommateur de ressources naturelles et premier producteur de déchets, que 70% donc, des déchets en France sont toujours générés par ce même secteur du BTP. Donc, je vous ai remis quelques ratios comme cette présentation après pourra être partagée. Ça permet de revenir sur cette base de chiffres, qui est bien sûr les chiffres qui sont diffusés par l'ADEME. Il faut savoir qu'effectivement, 51% de ces déchets sont issus des chantiers de démolition. C'est là où le sujet nous intéresse, puisque le sujet, effectivement, est sur la partie réemploi. Donc aujourd'hui, pour se donner un peu une lecture, qu'on soit tous au même niveau, on a aujourd'hui une logique assez linéaire dans le bâtiment. Donc c'est ce que vous avez, le circuit en noir, qui est qu'on va extraire des matières premières, qu'on va fabriquer des produits et des matériaux de construction, qu'on va construire, qu'on va vivre dans le bâtiment, et ensuite on va le démolir pour mettre en fait la majeure partie des matériaux dans la filière déchets. Donc ça, c'est effectivement encore le gros des habitudes, puisque le réemploi, c'est moins d'1% aujourd'hui des volumes déchets dont on a parlé. Donc l'objectif, c'est d'arriver plutôt sur une logique circulaire, hein, bien sûr, donc de la construction et de la vie de ce bâtiment. Quand on va déconstruire, on va aller diagnostiquer au maximum pour récolter en fait un maximum de matériaux, donc avoir une collecte préservante qui va permettre de réutiliser en fait les matériaux du bâtiment. Donc voilà, maintenant qu'on est à peu près au même niveau de lecture, on parle bien ici de réemploi et non pas de déchets. Je trouve ça intéressant de se redonner ces éléments-là. Donc pourquoi aujourd'hui on parle d'une filière locale du réemploi? On voit bien que c'est pratique. Je vous ai dit qu'on est à moins d'1% de réemploi aujourd'hui dans le bâtiment. L'objectif, c'est de les généraliser. Et les généraliser, on a senti qu'effectivement, ça passait par le besoin de structurer une filière professionnelle. Donc, pour structurer une filière, en fait, on sentait que les besoins venaient du fait de répondre aux enjeux, bien sûr, de réduction des déchets. On a bien vu qu'on a quand même des enjeux très forts sur le secteur du BTP. Tout ça, effectivement, demandait des ressources, de l'énergie. Donc, on a ce secteur-là a un gros impact sur le carbone. Donc, il y a aussi un enjeu aujourd'hui avec le bas carbone, la RE 2020, tout ça, de limiter cet impact-là. Le local est important et c'est là où c'est important de valoriser les compétences locales. Et on a choisi effectivement le fait de travailler sur une filière locale, c'est d'aller travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire et également de favoriser donc l'insertion, ce qui bénéficie effectivement à la résilience des territoires. Alors un petit schéma que j'aime bien pour montrer cet équilibre finalement
entre aujourd'hui le gros volume de déchets qu'on génère et la raréfaction des matières premières, des ressources. Et donc l'objectif, c'est de se dire que les bâtiments d'aujourd'hui sont bien sûr les gisements de demain, avec, si on est utopiste, pouvoir viser même du 100% réemploi. Plus précisément, voilà, aujourd'hui, on a ce projet qui s'est mis en place, qui est issu en fait d'une dynamique qui s'appelle Pôle territorial de coopération économique. Donc, je voulais vous donner un petit peu de lecture de la genèse de ce projet-là. C'est l'IRESA qui est le réseau d'animation de l'économie sociale et solidaire sur le Maine-et-Loire, qui en 2021 a initié une dynamique collective pour effectivement favoriser la coopération autour du sujet de l'économie circulaire. De cette dynamique, effectivement, on a senti que le sujet très précis du réemploi des matériaux du bâtiment était celui qui intéressait l'ensemble du collectif sur un territoire, un périmètre donné qui est celui aujourd'hui du département du Maine-et-Loire, qui n'empêche pas les interactions avec d'autres territoires et de toute façon d'un point de vue régional, mais là, c'est bien une dynamique départementale. Et l'objectif, effectivement, c'est que cette dynamique, ce développement économique sous format d'une filière appartienne aux acteurs de ce territoire. Donc ça, c'est important aussi de se dire que le réemploi, c'est un sujet qui est en train de toucher beaucoup de sphères, beaucoup d'acteurs, plus ou moins importants, et qu'aujourd'hui, sur notre territoire, on a des compétences, qu'elles soient de l'économie sociale et solidaire, de l'économie classique, et qu'on voulait effectivement que ce développement économique nous appartienne. Donc ça, c'est effectivement les enjeux sur lesquels on s'est positionné. Donc le projet Métamorphose, plus précisément, qui est issu effectivement de toute cette dynamique dont je vous ai parlé. Donc on est parti d'un constat territorial, on a identifié des besoins, donc pour ça on a fait une étude d'opportunité. Donc on est parti d'un constat, alors très largement, il y a un constat législatif qui est favorable, hein. On a une loi AGEC. Alors, pareil, je redonne un peu de lecture, je ne vais pas forcément expliciter tout le contexte législatif. Une loi AGEC sur l'économie circulaire, une REP, sur la responsabilité vis-à-vis des producteurs de matériaux du bâtiment, une RE 2020, c'est-à-dire une réglementation environnementale autour de la construction. Donc, on a ce contexte-là. Je ne vais pas reparler d'un contexte économique aussi qui était plutôt favorable sur la raréfaction des matières premières, l'augmentation du prix de la matière. On a surtout des acteurs aujourd'hui qui existent sur le territoire, c'est-à-dire des compétences déjà identifiées. Ça, c'est important sur ce constat-là, de se dire qu'on ne partait pas de rien, qu'on a des collectivités aujourd'hui qui s'engagent. Donc, Pauline a rappelé la feuille de route économie circulaire d'Angers-Loire Métropole. Il y a des choses qui s'écrivent, des dynamiques aussi locales. Et puis, on a de plus en plus d'outils aujourd'hui, de ressources, beaucoup de groupes de travail qui émergent à droite à gauche. Dans ce constat-là, c'est qu'on part effectivement d'un contexte assez riche, mais sur lequel on a des besoins très clairs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a potentiellement beaucoup de gisements, hein. Je vous ai parlé d'un gros volume dans le cadre de la déconstruction. Donc, comment on visualise en fait aujourd'hui ces gisements potentiellement réemployables et qualifiés, c'est-à-dire qui ont l'information nécessaire pour pouvoir être réemployés, qu'aujourd'hui, pour pouvoir mettre en place un flux de la matière, on a besoin d'y associer une chaîne logistique, des lieux de stockage, donc en fait tout un environnement qui permette de la dépose à la repose des matériaux, d'avoir effectivement un circuit complet. On est forcément sur un sujet sur lequel on a beaucoup de normes professionnelles. Le bâtiment est très, très normé, déjà la décennale, mais ce n'est pas que les normes qui composent l'acte de la construction. Donc, on a besoin d'avoir des matériaux aujourd'hui qui répondent à ces normes professionnelles. Donc, c'est un vrai besoin de travailler sur ce sujet-là. Comment aujourd'hui on partage beaucoup de retours d'expérience, que ce soit sur notre territoire ou au niveau plus large, au niveau national. Beaucoup de choses qui s'écrivent, des guides de bonnes pratiques, des process. Donc, comment on partage et comment on harmonise aussi ces pratiques-là. Et on voit bien que tout le monde a besoin d'être accompagné. Donc, effectivement, on a mené toute cette étude d'opportunité pour bien identifier quels seraient les besoins, effectivement, quand on parle d'une filière réemploi des matériaux du bâtiment. De ces besoins-là, on s'est dit,
pour être pertinent, il faut travailler avec un collectif, bien sûr, puisque c'était bien l'enjeu de départ du projet. Ça tourne autour d'un collectif, mais ce collectif, il doit représenter l'ensemble de la chaîne de valeur du réemploi pour effectivement construire quelque chose qui soit pertinent. Alors, je vous ai remis ici la chaîne de valeur et je vais vous montrer un peu les acteurs qui gravitent, qui font partie de ce collectif, donc aujourd'hui de décisionnaires et de future gouvernance de Matémorphose. Donc voilà, une chaîne de valeur du réemploi aujourd'hui, c'est ça. Il y a une commande qu'il faut accompagner. Il faut diagnostiquer effectivement des matériaux, il faut concevoir un nouveau bâtiment, il faut déposer proprement la matière, il faut la collecter, la préparer au remploi, voire la conditionner, la vendre pour pouvoir la reposer. Donc, et autour de tout ça, je vous ai parlé de l'aspect normatif, donc on a bien sûr la partie contrôle et certification. Donc le collectif Matémorphose est constitué de l'ensemble de représentants de l'ensemble de la chaîne de valeur en fait du réemploi. Donc autour de la table, alors certains acteurs vont être dans plusieurs cases. Donc autour de la table, on est aujourd'hui avec Podelia, Matière Grise, la PAV, le ITA, TPPL, l'Atelier de Rien du Tout, Terrien Architecte, la Matériothèque Siléo, la CAPEB et la FFB. Donc c'est bien avec cet ensemble d'acteurs qu'on réfléchit à répondre aux besoins identifiés effectivement pour structurer cette filière. Donc voilà, donc, avec ces acteurs-là, hein, si je reviens sur cette page-là, avec tous ces acteurs-là, on a décidé effectivement de travailler en fait sur 3 axes pour structurer la filière. Donc le projet Matémorphose aujourd'hui, c'est en fait un projet qui se situe qui se compose en fait d'un outil d'amplification du flux et de la traçabilité. C'est un projet qui va se tourner autour d'un centre de ressources et c'est un projet qui va permettre de se rencontrer pour travailler ensemble. Donc je vais vous prendre le temps effectivement de vous expliquer un petit peu mieux ce que ça veut dire. Et c'est ça aujourd'hui effectivement le collectif et le projet Matémorphose. Donc en fait, on a décidé de travailler autour d'un outil numérique, puisqu'on a bien compris qu'on a des acteurs aujourd'hui sur le territoire, qu'on a de la matière, mais qu'on a besoin effectivement de faire transiter cette matière-là. Donc l'objectif c'était en fait d'avoir un outil numérique qui permette d'amplifier le flux de la matière. Mais pour amplifier le flux de la matière, on a un outil qui existe, qui est très performant aujourd'hui sur les réemplois, qui s'appelle Le Bon Coin. Et on n'est pas sur effectivement un flux à destination des particuliers. On a un objectif, c'est que ce flux soit à disposition de la filière professionnelle. Et pour ça, ça demande effectivement d'autres choses que des annonces issues du Bon Coin. Donc on a besoin d'accompagner, en fait, Matémorphose va accompagner en fait pour diffuser des annonces de qualité. C'est-à-dire que les matériaux aujourd'hui ont besoin d'être qualifiés, ont besoin d'avoir une certaine quantité d'informations. Et donc, savoir mettre des annonces sur un outil digital, c'est aussi mettre des annonces sur lesquelles on puisse s'appuyer. Donc, avoir effectivement, savoir comment on qualifie un matériau, savoir quelles informations doivent être collectées dès le diagnostic ressource, donc dès l'identification à la déconstruction et à la déconstruction, ça c'est effectivement ce qui doit transiter sur cet outil numérique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces informations, elles vont transiter et cette matière peut transiter via plusieurs acteurs. Aujourd'hui, c'est un aspect déterminant pour la repose d'assurer une certaine traçabilité de la matière. On parle d'assurance aujourd'hui, on est sur un milieu qui est, comme je vous l'ai dit, très normé. Donc, pour permettre effectivement un exutoire professionnel, aujourd'hui, il faut qu'on mette en place tous ces protocoles de traçabilité. Et l'outil numérique est à vocation de la conservation de cette information et du transfert de cette information vers les différents acteurs qui pourront soit agir, soit venir récupérer cette matière. Et puis, forcément, pour que cette matière transite, il faut des preneurs. Et aujourd'hui, dans ce jeu d'acteurs autour de Matémorphose, on a la chance effectivement d'avoir des réseaux qui sont très dynamiques, d'exutoire de la matière. Et donc, ce flux de la matière met aussi à disposition, et donc Matémorphose aujourd'hui met à disposition
un réseau également soit via des plateformes physiques, soit via des professionnels, soit via des particuliers, un réseau très actif en fait de preneurs finalement de matériaux, à condition bien sûr que les deux premières conditions soient respectées. Voilà ce qu'est un outil numérique aujourd'hui du réemploi des matériaux du bâtiment et mais dans la filière professionnelle, et voilà ce que met aujourd'hui, ce sur le quoi travaille Matémorphose. Donc on a aujourd'hui une feuille de route 2024 par rapport à cet outil. Donc on va travailler sur la base d'un outil régional qui existe déjà, mais qui, a besoin encore de se développer, surtout sur le sujet du réemploi. Donc un outil régional, donc aujourd'hui qu'on va co-développer avec les acteurs du réemploi. Donc là, pour le coup, sur notre feuille de route 2024, moi je vais venir recruter un panel de bêta-testeurs pour effectivement alors permettre à ces bêta-testeurs d'avoir cet accès un peu privilégié, et gratuit à l'outil, d'accéder effectivement à ce réseau constitué et derrière pouvoir nous faire remonter un maximum les besoins métiers pour continuer à faire évoluer cet outil existant vers un outil, à minima pour ma métamorphose, au mieux effectivement qui bénéficie à l'ensemble de la région. Donc là, je vous invite effectivement à rejoindre ce panel-là. Et on mène également un groupe de travail interterritoire, donc avec d'autres territoires. Donc je vous l'ai mis, la Nouvelle-Aquitaine, la Mayenne, la Sarthe, pour travailler plus globalement sur des cahiers des charges communs et pouvoir bénéficier des dynamiques des acteurs qui structurent également les filières sur leur territoire. Le deuxième axe de travail, donc je vous l'ai dit, on est en 3 axes. On ne travaille pas ensemble, on ne travaille pas, pardon, seul sur le réemploi. Il faut travailler ensemble. En fait, le réemploi, aujourd'hui, quand on parle d'une filière, les compétences sont là, mais les compétences ont besoin de se mailler. Donc l'objectif, c'est de travailler sur une communauté réemploi. Le but, effectivement, toujours, c'est de travailler ensemble. Pour ça, c'est de se rencontrer, d'échanger, d'identifier les compétences du territoire. Donc on a commencé à constituer une cartographie des acteurs du réemploi et puis bien sûr, effectivement, être reconnu professionnel du réemploi, c'est être accompagné et pouvoir monter en compétences. Parce que même si des compétences existent, on voit bien que tous les acteurs ne sont pas encore montés en compétences. Voir ceux qui sont déjà, actifs, les évolutions font qu'il y a besoin de garder des modules et de continuer à avoir un écosystème riche. Donc pareil, donc sur 2024, donc en termes d'événements, donc autour de cette animation, ces rencontres, ces montées en compétences, donc bien sûr, on va lancer officiellement Matémorphose en mars. Donc je vous enverrai la date, plus précisément. Voilà. On va lancer également un programme d'animation territoriale puisque, comme on disait, travailler ensemble, c'est savoir se rencontrer, savoir échanger et pour ça, il faut effectivement avoir ces lieux physiques, en fait. Donc là, l'objectif avec l'ADEC, à minima et avec Novabuild, l'IRESA, en fait, avec les têtes de réseau, voire pour travailler un programme d'animation territoriale, proposer d'autres webinaires au fil de l'année 2024 et effectivement avoir cet accès privilégié à une cartographie des acteurs du réemploi sur le Maine-et-Loire qui s'étoffe au fil des montées en compétences ou des qualifications des uns et des autres. Le troisième axe, c'est cette harmonisation des pratiques professionnelles. C'est un centre de ressources, c'est savoir partager la connaissance. Puisque, aujourd'hui, on voit bien que beaucoup d'acteurs se demandent comment faire, mais ont besoin de cette marche, donc ont besoin d'un premier niveau d'information, et de mettre à disposition effectivement des permanences dédiées pour tous ceux qui souhaiteraient avoir, ce premier niveau d'information, pour savoir comment effectivement mettre le pied à l'étrier du réemploi. Donc un centre de ressources, c'est évidemment des ressources documentaires et d'actualité réemploi qui sont partagées, donc via une veille de la synthèse de toutes les productions qui existent sur le sujet. C'est aussi de mettre à disposition des outils pédagogiques, donc avec une exposition mobile, des infographies par rapport au réemploi, des exemples aussi d'utilisation de la matière, donc des fiches de retour d'expérience. Et puis un centre de ressources, c'est aussi tous ces retours d'expérience de déconstruction préservante et de réemploi entrant. Donc aujourd'hui, beaucoup capitalisé par un acteur qui est matière grise sur le territoire, mais voilà, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'expérimentations qui sortent et comment les capitaliser pour que tout le monde puisse s'appuyer sur ça. Donc la feuille de route, effectivement, en 2024, va s'attacher sur une exposition qui aujourd'hui, une première exposition qui est sortie, qui va être diffusée sur le territoire. Donc 3 dates à venir sur 2024, peut-être plus.
L'objectif, c'est de mettre à disposition donc, cette interface numérique d'accès aux ressources documentaires, donc un centre de ressources déjà numérique, avec déjà des fiches de retour d'expérience qui sont réalisées. D'avoir déjà un premier planning de permanence donc, de ce premier niveau d'information. Et vous avez des acteurs aussi qui sont déjà disponibles pour tout ce qui est l'accompagnement, la montée en compétences. Et donc, Matière Grise est disponible en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je l'entends en tant qu'acteur du territoire, hein, ce n'est pas le seul accompagnateur sur ce sujet du réemploi. Et on travaille également donc, avec Noria Formation, qui est un organisme de formation qui a développé des modules de montée en compétences sur le sujet du réemploi des matériaux du bâtiment. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir transférer ces modules de formation de plus en plus au-delà de leur territoire à eux et donc de les rendre accessibles sur le Maine-et-Loire. Voilà. Je vous ai mis quelques éléments à retenir pour juste synthétiser tout ce que je vous ai dit là. Donc, retenez bien qu'effectivement, Matémorphose aujourd'hui s'attelle à structurer cette filière réemploi des matériaux du bâtiment au niveau du territoire, qu'on est là et qu'effectivement, tous ceux qui souhaitent une rencontre et une discussion autour de ça, je reste disponible. Que cette structuration de filière, effectivement, génère de plus en plus une communauté réemploi sur laquelle s'appuyer et avec qui travailler. Que 2024, ça va être le recrutement de bêta-testeurs donc pour cette mise à disposition d'un outil numérique. Et puis un programme d'animation en 2024. Voilà. Merci bien. Je laisse la main à Podélia et à Matière Grise. Oui. Est-ce que peut-être il y a des questions? Je n'en ai pas vu pour l'instant sur le chat, mais si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Julie avait dit 20 minutes, ça fait 20 minutes pile, donc on est bon. Sinon, on pourra prendre des questions à la fin, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, on reviendra de toute manière sur si vous voulez être des bêta-testeurs, comment être des bêta-testeurs. Peut-être Julie pourra le redire à la fin pour que ce soit vraiment clé en main. Du coup, effectivement, je vous passe la parole. Anna et Elsa. Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous, on va vous... Ah, il y a une question. Est-ce que vous voulez répondre à la question avant? L'outil est-il déjà développé? Alors, l'outil est déjà développé, puisque c'est un outil qui a été développé initialement par la région, en fait, plus précisément par Solutions & Co, qui est l'agence de développement de la région Pays de la Loire. Donc, l'outil s'appelle Solutions Partage. Par contre, cet outil, effectivement, nécessite, aujourd'hui, nécessite encore des développements et des co-développements pour répondre aux enjeux dont j'ai parlé, de traçabilité, de qualification de la matière, d'accompagnement logistique. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'avec les développeurs Factorize, on est en train d'écrire un protocole en fait, de bêta-test pour pouvoir continuer à faire évoluer cet outil-là. Donc oui, l'outil en tant que tel existe déjà. Donc après, si certains sont intéressés, et il existe sous le nom de Solutions Partage. Je vois Maxime qui est en train d'écrire. Pourtant, la réponse était très claire, je lis. Ok, bon, déjà, c'est bien. Je peux parler sinon, ça ira peut-être plus vite. En fait, vous en prie, Maxime. Je travaille chez Factorize, donc c'était mon interrogation. Ouais. Quand j'ai vu le screen, en l'occurrence, les process dont vous parlez sont disponibles, mais pas effectivement sur Solutions Partage, mais on a des process qui sont en place et qui peuvent être mis en service, mais sur notre solution plus business et et pas sur la partie territoriale de Solutions Partage, effectivement. Ok. Et cette fois, Anna et Elsa, je crois que plus rien ne va vous arrêter. On reprend la main. Hop. Donc, en introduction, peut-être juste vous présenter les deux entreprises, enfin, pas vraiment entreprises, d'ailleurs, associations et puis bailleurs social qu'on représente. Donc, Anna Le Foulon, moi, je suis chargée d'opération d'études chez Podélia, qui est un bailleur social dans les Pays de la Loire. Donc, on intervient à l'échelle de la région. C'est le premier bailleur social en termes de nombre de logements à l'échelle des Pays de la Loire, puisqu'il y a un peu plus de 27 000 logements, et donc on rayonne sur tout le territoire avec
une attention particulière. 80% de nos fournisseurs sont des fournisseurs locaux. C'est un truc sur lequel on est assez pointilleux. Et ça explique aussi la démarche locale qu'on a voulu développer, notamment sur le sujet du réemploi. Et donc, Elsa Dejean, je suis chargée de mission réemploi chez Matière Grise. Donc, Matière Grise, c'est une association qui existe depuis 2015. Donc, ça fait 8 ans qu'on travaille à la généralisation et au développement des pratiques du réemploi sur le secteur du Maine-et-Loire. Donc, on est une asso qui est composée de 3 membres du bureau, de 4 salariés, de 3 archis en prestation et d'une centaine d'adhérents et de bénévoles actifs pour une grande partie et 900 sympathisants. Donc, c'est une asso qui tend à se développer de plus en plus, que comme disait Julie, les pratiques du réemploi sont dans un contexte notamment réglementaire et légal qui est favorable. Donc, en 2023, on est arrivé à plus de 500 tonnes de matériaux détournés. Et on est une structure qui est très intégrée dans le réseau local et qui travaille avec un réseau de partenaires assez large qui va des réseaux d'autoconstructeurs et de particuliers aux entreprises et fournisseurs de matériaux, aux bailleurs sociaux, maîtrises d'ouvrage professionnels et aménageurs comme Alter, etc. Donc, on travaille sur 3 grands champs d'intervention. Donc, d'abord des missions d'accompagnement, donc assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des projets comme celui qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, soit ponctuellement pour des chantiers de réhabilitation ou de déconstruction, ou plus globalement sur des réflexions stratégiques à l'échelle d'un bailleur ou d'un territoire. On fait aussi du diagnostic PEMD et notamment la partie ressources, donc ressources et réemploi des diagnostics PEMD. On fait de l'assistance à la maîtrise d'œuvre, où là, on est plus dans l'accompagnement à l'intégration de réemploi entrant ou sortant dans des projets, donc de l'accompagnement aux architectes, aux bureaux d'études, etc., etc. Donc ça, c'est le premier volet accompagnement. On travaille aussi sur du réemploi opérationnel avec des chantiers participatifs de dépôt sélective sur des chantiers de démolition ou de réhabilitation avec notre réseau de bénévoles et avec des professionnels aussi. On fait des ventes éphémères et des journées éphémères du réemploi avec des entreprises de la région qui mettent à disposition leur fin de stock ou leur stock mort ou leurs erreurs de cote, etc. Et on fait des projets d'expérimentation, dont le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais aussi d'autres projets en partenariat avec des entreprises et des artisans. En ce moment, on a un notamment sur le réemploi de la pierre de tuffeau, on en a un autre sur le réemploi des chutes d'isolants en laine de bois. Et enfin, on fait des actions de sensibilisation, aussi bien auprès du grand public que des publics professionnels, donc les MOA et les MOE. Voilà, globalement, l'assaut. Pour revenir à Podelia, donc effectivement, c'est un bailleur assez important et qui a surtout un rythme de construction qui aujourd'hui reste soutenu. Podelia, je ne l'ai pas dit, mais c'est Action Logement derrière. Donc, on a aussi des objectifs de production avec 800 constructions neuves par an, 600 en locatif et puis 200 en accession et un nombre aussi important de réhabilitation puisqu'on réhabilite à peu près 600 logements par an aussi. La société, en fait, depuis 2 ans, s'est lancée, a fait son bilan carbone déjà dans un premier temps, parce que c'est bien de partir d'une prise de conscience. Et puis après, a travaillé sur une stratégie environnementale qui est déclinée en plusieurs axes. Et un des axes de la stratégie environnementale, c'est effectivement le sujet du réemploi et la manière dont on va se prendre à bras le corps, en fait, la question des ressources et la question du fait que les ressources soient de moins en moins importantes pour intégrer ça dans nos stratégies et dans nos boucles, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est à la fois, on construit, on gère notre parc, donc on fait de la réa, et on fait aussi de la démol sur un certain nombre de bâtiments. Donc finalement, on a une place, un rôle à jouer dans chacun des maillons de la chaîne du process de construction et de la vie du bâtiment. Et donc, on a tout intérêt à s'emparer de ces questions-là et des questions de réemploi sur notre parc, mais aussi avec l'ensemble des acteurs et du réseau local qui peuvent avoir des besoins, ou nous, on peut avoir des besoins et répondre à leurs besoins. Enfin, voilà, il y a en tout cas un vrai sujet de mise en réseau autour de ce sujet-là.
La stratégie réemploi, elle se décline autour de 4 engagements. Le premier est lié avec au réseau local. Je vais y revenir, mais très rapidement, parce que vous l'avez ça a été déjà bien expliqué sur la première partie de la présentation. Le second, c'est l'émergence d'une culture commune du réemploi. Le troisième, c'est de faire vivre le réemploi au quotidien, et on le verra, l'idée, c'est que dans les actions pratiques de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi des services de maintenance, on puisse systématiser en fait le recours au réemploi. Et puis le dernier point qui est de porter des projets innovants et démonstrateurs, et ça on y reviendra un peu plus précisément à la fin de notre présentation. Un rappel, Podelia, dans le cadre notamment du projet innovant qu'on va vous présenter, est lauréat de l'appel à projet économie circulaire 2023 qui est organisé par la région et l'ADEME. Donc ils nous ont accompagnés aussi sur nos ambitions. Je n'y reviens pas de manière plus précise parce que ça vous a été présenté au début du webinaire. On fait partie de Matémorphose. On est même administrateur de ce réseau-là. Donc, on a aussi le réseau sur lequel on peut s'appuyer pour développer notre offre et notre potentiel de réemploi. Et donc, on trouve ça hyper important d'être impliqué dans des réseaux locaux aussi pour avoir une visibilité un peu plus claire de quels sont les acteurs et de comment on peut échanger sur le sujet et avancer ensemble sur le sujet. Sur la culture commune du réemploi, en fait, on a lancé maintenant il y a un peu plus d'1 an une approche avec Mathia Gris, qui est notre AMO sur le sujet. L'approche, elle était en 2 temps. Donc un premier temps qui était plutôt une phase de prospection finalement. On leur a soumis 19 opérations de démolition et de réhabilitation. Et la première partie de la mission, c'était d'analyser sur chacun des sites quel était le potentiel de réemploi pour qu'on puisse cibler des sites sur lesquels on allait se dire, bon, bah, on y va, c'est parti, on se lance dans une démarche de réemploi, soit sur cette démol, soit sur cette réhabilitation-là, en ciblant des éléments à réemployer et après en définissant toute la chaîne de valeur qui permet d'aller jusqu'à l'exutoire. En parallèle, on avait un deuxième sujet, c'était la montée en compétences et l'accompagnement des équipes sur le sujet du réemploi, parce que c'est quand même relativement nouveau dans les pratiques de la maîtrise d'ouvrage, et donc il y a tout un sujet d'accompagnement qui est essentiel pour que ce soit pas vécu comme une imposition par les équipes, et pour que ça puisse aussi se systématiser sur les opérations à venir. À la suite de ce diagnostic-là, on a identifié 3 démolitions et 2 réhabilitations sur lesquelles il y avait effectivement des potentiels de réemploi qui nous semblaient intéressants, enfin, qui vous semblaient intéressants aussi, puisque du coup, c'est vous qui avez fait le diag. Je pourrais expliquer un peu pourquoi au fur et à mesure du développement. Et donc, on a lancé le projet sur 3 démols sur 2 réa. On avait un 3e volet, effectivement, la formation opérationnelle. Systématiquement, on intègre les chargés d'opération et il y a un AMO renforcé, on va dire, notamment sur tout ce qui est partie consultation. Il y a des relectures systématiques pour être bien au clair sur ce qu'on demande à la maîtrise d'œuvre quand on peut et aux entreprises. Et donc là, on va vous présenter un peu le résultat de cette avancée-là sur ces 5 sites. Alors, il y en a un qui est un peu au point mort parce que c'est un Energy Sprong. Donc, ça dépend d'autres calendriers encore. C'est des montages un peu plus complexes. Par contre, on a 3 sites, donc 3 démols et une réa sur lesquels ça avance assez bien et on va pouvoir vous présenter les éléments. Alors, si je prends la main pour vous présenter un peu le projet la stratégie qu'on est en train d'essayer de développer. Donc, on a les 4 sites, qui ont été retenus. Alors, on les a retenus pour différentes raisons. Il y en a certains qu'on a retenus parce que c'était des typologies récurrentes et donc qui présentaient des typologies de matériaux qui allaient être récurrentes au sein du parc de Podelia. Et donc, c'était intéressant de se questionner sur ces typologies récurrentes. Il y en a qu'on a. Donc, ça, c'est notamment les sites de Gaulle et de Pélican, de Jalais et Villers, qui sont en vert. Il y en a un qu'on a plutôt choisi parce que, alors il a une typologie un peu similaire aux 2 autres, mais il a en plus une temporalité assez longue. Il n'y a pas de pression temporelle ou foncière sur ce site-là, donc ça permettait d'avoir un terrain propice à l'expérimentation. Et l'autre qu'on a sélectionné, c'est essentiellement parce que c'est une réa relativement lourde, avec à la fois des espaces intérieurs et extérieurs. Et c'est un site qui est sur Angers, proche de Podelia, proche potentiellement d'autres opérations de Podelia.
Et donc, ça permettait aussi de réfléchir à comment on peut peut-être trouver des espèces de mini-boucles de réemploi au sein de la maîtrise d'ouvrage sur un territoire très restreint. Donc, on a sélectionné ces 4 sites, donc Villers, Jalais, Châteauneuf et La Picotière. Et la manière dont on a réfléchi à cette stratégie, c'était d'essayer de proposer chacun de ces sites, dans chacun de ces sites, une opération de réemploi, une expérimentation autour du réemploi qui soit un peu symbolique, enfin pas symbolique du tout, un peu de référence. Donc pour chacun de ces sites, on a attribué une typologie de réemploi différente pour en faire des chantiers exemples avec un retour d'expérience derrière, pour qu'ensuite la maîtrise d'ouvrage, de manière un peu systématique, s'ils ont envie de faire du réemploi in situ, ils peuvent aller se référer à le retour d'expérience qu'on aura sur la Picotière. S'ils veulent faire du réemploi systématique pour le magasin Podelia, je vais expliquer après tout ça, ils pourront aller se référer à Jalais et De Gaulle. Et s'ils veulent faire du détournement ou revenir sur les retours d'expérience du chantier béton qu'on va vous présenter ensuite, ils pourront se référer au chantier de Châteauneuf. Donc, on a attribué un qualificatif réemploi à chacun de ces sites pour pouvoir ensuite avoir une référence de base pour la maîtrise d'ouvrage. Donc, pour les sites de Jalais et Villers, on a proposé d'expérimenter le réemploi systématique parce que Podelia avait fait un travail un peu en amont de définir des besoins spécifiques en termes de matériaux de réemploi avec leur régie de travaux. Donc, ils ont défini une liste de matériaux que la régie va changer régulièrement, va acheter en petite quantité régulièrement, va avoir besoin voilà, de manière fréquente de petits quantitatifs de ces matériaux. Donc, ils ont défini une liste à l'intérieur de laquelle il y avait voilà, des dalles de faux plafond, des poignées de porte, des détecteurs de fumée. On a du gravier aussi. Enfin, voilà, beaucoup de petits éléments qui sont amenés à être changés dans les opérations de maintenance. Et on a le but du jeu sur les opérations de Villers et Jalais, c'est de mettre en place toute une chaîne qui permette systématiquement dans les opérations de réhabilitation ou de déconstruction, et ben, de faire appel à une entreprise, d'avoir une dépose sélective et soignée de ces éléments de manière systématique avec toute une chaîne maîtrisée de dépose, conditionnement, transport et ensuite gestion et maintenance au sein de la régie travaux de Podelia. Donc, il y a tout un travail aussi autour du site du magasin Podelia qui a été fait. Donc, ça, on en parlera un petit peu plus tard avec le hangar des allumettes. Mais donc voilà, c'est ce qu'on a appelé le lot 1. Le lot 1, c'est le réemploi systématique pour pouvoir venir alimenter un magasin Podelia du réemploi. Ensuite, on a aussi ce qu'on a appelé le lot 2. Donc, le lot 2, c'est le réemploi spécifique à l'intérieur de la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est de mettre en place ces boucles de réemploi, donc d'un premier chantier de démolition et de construction à un chantier neuf ou un chantier de réhabilitation, mais au sein de la maîtrise d'ouvrage. En passant ou non par un espace de stockage tampon, parce qu'en fait, le problème avec le réemploi, souvent, c'est des questions de temporalité qui sont différentes. Donc, on a besoin d'un espace de stockage tampon. Donc, on a aussi réfléchi à la mise en place d'un espace de stockage tampon au sein du parc Podelia. Et donc, ça, on va aussi l'expérimenter avec certaines typologies de matériaux à Jalais et à Villers. Et ensuite, sur le site de la Picotière, donc là, le site de la Picotière, c'est une opération de réhabilitation. Là, l'objectif, c'est d'expérimenter le réemploi in situ, et notamment sur les éléments paysagers. Donc, le réemploi in situ, c'est de se dire, on va réemployer, on va déposer, potentiellement transformer, nettoyer, etc., sur place, et réinjecter ces matières à l'intérieur de l'opération de réhabilitation. Et donc, on a mis un peu en place cette boucle au sein de la maîtrise d'ouvrage avec les différentes opérations de test qu'on avait à disposition. Et donc, pour chacun de ces projets, on a identifié des typologies de matériaux et des typologies de réemploi, donc entrant, sortant à l'intérieur de la maîtrise d'ouvrage ou à l'extérieur de la maîtrise d'ouvrage à expérimenter.
Et donc voilà, vous avez un peu les différents lots. Donc comme je disais, le lot 1, c'est le réemploi systématique, donc ce qui va aller alimenter le magasin Podelia. Le lot 2, c'est le réemploi spécifique à l'intérieur du parc de Podelia, donc c'est les boucles de réemploi au sein du parc. Et enfin, le lot 3, c'est du réemploi spécifique par opération à l'extérieur de Podelia. Donc c'est du réemploi sortant qui va ensuite être récupéré par d'autres entreprises, d'autres preneurs qui peuvent être des maîtrises d'ouvrage professionnels ou des particuliers ou des auto-entrepreneurs. Parce que comme on le disait tout à l'heure, en fait, la spécificité de Podelia, c'est que donc effectivement, on est bailleur, donc on construit, on loue, on réhabilite, on démolit sur toutes les chaînes du bâtiment. Et puis on a aussi une régie de travaux en interne. Donc en fait, on intervient sur des petits travaux. Donc typiquement, changer une poignée de porte, aujourd'hui, nous, on n'a pas forcément de prestations extérieures pour faire ça. C'est nous qui le faisons nous-mêmes avec les gars de la régie. Et donc d'avoir tout à dispo et de pouvoir se dire que au lieu de racheter systématiquement des blocs portes, des poignées de porte, des tableaux d'affichage qu'on met dans absolument tous les bâtiments qu'on fait, l'idée c'est de récupérer tous ces petits éléments-là. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça, parce qu'avant, ça partait clairement à la benne. Donc c'est un peu un changement d'habitude. Et puis après, il y a plein d'éléments aussi extérieurs. Là, on voit des graviers, mais il peut y en avoir d'autres qu'on peut récupérer systématiquement. Et sur le lot 2, le réemploi spécifique, c'est des éléments qui sont intéressants, mais sur lesquels en fait il y a un besoin de transformation. Et donc c'est pour ça qu'on se dit que ça peut être récupéré le cas échéant en fonction des besoins qu'on a aussi sur les OP de construction et de réa. Mais il y a des process un peu préalables sur ceux-là. C'est pour ça que c'est moins systématique que sur le lot 1 qu'on présente. Et donc sur les opérations, donc sur les deux premières opérations de déconstruction, donc Jallet et Vier, ces deux sites-là, donc on les a choisis parce qu'ils avaient une typologie intéressante avec des typologies de matériaux récurrentes. On les a aussi choisis parce que géographiquement, ils étaient proches l'un de l'autre. Et donc selon la temporalité de chacun des chantiers, on pouvait imaginer faire un travail mutualisé sur ces projets-là. Bon, finalement, la temporalité ne colle pas. Et donc, voilà, l'objectif sur ces deux projets-là, c'était de développer le lot 1, donc c'est de faire une mise en place opérationnelle du magasin Podelia, qui est ensuite confié en gestion à la régie de quartier. Et donc, pour ce lot 1, on a identifié les groupes de portes, les poignées de porte, les tableaux d'affichage, les graviers et tous les alarmes incendie, enfin les détecteurs de fumée, pardon. Et donc, ce qu'on a prévu au niveau des acteurs qui allaient intervenir, soit ça va être déposé par l'entreprise de déconstruction via un lot 0, donc un lot de curage sélectif, ou alors ça va être une entreprise d'insertion qui va pouvoir s'occuper d'un pré-curage en amont du chantier. Ça sera ensuite conditionné et transporté et ensuite géré. Le stock sera géré par la régie de travaux. Donc ça, c'est ce qui a été identifié comme récupérable de manière systématique au sein de Podelia. Et ensuite, il y a des enjeux secondaires sur chacun de ces chantiers parce qu'il y a quand même d'autres matériaux qui sont intéressants. Et donc, sur ces lots-là, on a de la dépose sélective et soignée de matériaux à destination d'autres exutoires, donc soit des exutoires au sein de Podelia, soit en dehors de Podelia. Et typiquement pour ça, au sein de Podelia, on va récupérer les garde-corps et les claustras, donc des grands garde-corps en R+3 et sur tous les niveaux. Les garde-corps de façade sur l'opération de Vier. Et tous ces éléments-là, ils vont servir à être transformés en rack à vélo, on vous en dira un petit peu plus juste après. Et aussi potentiellement les garde-corps de toiture qui, eux, ne peuvent pas être réemployés en l'état parce qu'il y a des questions de sécurité, de PV, etc., qui compliquent un peu les choses, mais par contre qui peuvent être détournés, notamment en support de clôture ou de grimpant. Et enfin, le lot 3, on a des menuiseries double vitrage, des sanitaires, tous les équipements électriques et d'autres petits quantitatifs, d'autres matériaux qui, eux, pourront être soit à destination de maîtrise d'ouvrage professionnelle, donc notamment les éléments sanitaires. On est en train d'essayer de travailler avec une entreprise d'insertion pour travailler au nettoyage de ces éléments sanitaires pour pouvoir ensuite les reposer. Donc potentiellement qui pourront être revendus ou cédés à des maîtrises d'ouvrage professionnelles ou à des particuliers. Donc voilà, sur ces deux opérations, on a surtout le lot 1 du magasin et ensuite en secondaire, le réemploi sortant au sein de Podelia ou sortant vers d'autres maîtrises d'ouvrage. Ensuite, sur le site de la Picotière, donc le site de la Picotière, c'est une réhabilitation de 72 logements
et des éléments et des aménagements paysagers extérieurs. L'enjeu principal sur ce site-là, c'était d'expérimenter le réemploi in situ, donc le réemploi sur site, et aussi d'expérimenter le réemploi entrant, donc ce qui potentiellement pourrait sortir des opérations de Jallet-Villiers ou d'autres opérations, pourrait venir entrer sur le site de la Picotière comme réemploi entrant. Et enfin, il y avait voilà, toujours les mêmes enjeux secondaires avec le lot 1. Donc, on a identifié pour du réemploi systématique la récupération des chauffe-eau qui sont assez récents, qui datent de 2018, qui pourront être stockés au hangar des allumettes et réemployés pour les opérations de maintenance, et un petit peu de lot 3, donc de dépôt sélectif à destination d'autres exutoires. Mais l'enjeu le plus important sur ce site de projet, c'est le réemploi in situ. Donc, on a identifié notamment les pavés et les dalles de béton des aménagements extérieurs existants qui pourraient être déposés, nettoyés et reposés, donc selon la même configuration ou une configuration différente. On a des bordures béton, des très, très importantes quantités de bordures béton autour desquelles ça serait intéressant d'expérimenter une transformation en pas japonais, par exemple. On a des ardoises de façade et on a aussi les éléments sanitaires qui seraient déposés, nettoyés cette fois potentiellement sur place et réemployés in situ. Voilà, donc on a ensuite le lieu de stockage du hangar des allumettes. Je sais pas si tu veux. Ouais, alors je veux juste repréciser un truc peut-être sur les chauffe-eau. C'est un point qui est, en fait, ça paraît anecdotique et ça l'est pas tant que ça. Systématiquement, quand on fait des réhabilitations, nous, aujourd'hui, on a des objectifs thermiques à atteindre. Et malheureusement, avec des chauffe-eau de 2018 qui fonctionnent parfaitement bien, c'est pas possible d'avoir un label BBC Renault parce qu'ils sont pas assez efficients d'un point de vue énergétique. Donc ces éléments-là, on est obligé de les remplacer. Et avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on les remplaçait et puis ça partait à la benne alors que ça a 5 ans et que ça fonctionne. Donc ça, on a commencé à le mettre en place petit à petit, on va dire, on s'améliore et on arrive à se sensibiliser sur ces sujets-là. Sur notre parc de 27 000 logements, vous vous doutez bien que des chauffe-eau qui tombent en panne, on en a quand même un petit paquet. Donc finalement, on intervient assez fréquemment sur le remplacement des chauffe-eau. Et donc pour nous, c'est hyper important de pouvoir effectivement les stocker. Donc ça, on va y revenir après. Et de capitaliser sur ces éléments-là qu'on a déjà achetés. On a fait le test au préalable là sur des chaudières qu'on a sorti de cité d'urgence. Donc c'est pareil, c'était 2018-2019. C'est des bâtiments qu'on va démolir. Donc on a récupéré des chaudières qu'on a stockées à la régie et qu'on servi à remplacement soit de pièces, soit complètement de chaudières sur d'autres pavillons situés autour d'Angers. Et on se rend compte que c'est super bien parce qu'on gagne du temps, on gagne de l'argent, mais qu'il y a quand même des vrais sujets d'assurance pour ceux qui reposent et qu'il a fallu se battre un peu avec les entreprises pour qu'elles veuillent bien reposer du matériel réemployé parce qu'en fait, d'un point de vue du contrat de suivi, ils considèrent que vu qu'il y a une dépose et que ça reste à un moment donné sans être utilisé, ils se mettent plus en risque que s'ils reposent du neuf. Donc ça se fait, mais il faut quand même insister pas mal. Il faut que à la fois la maîtrise d'ouvrage et à la fois la personne qui pose accepte la prise de risque, ce qui n'est pas si évident encore à ce jour. Concernant le lieu de stockage, donc on le disait, Podelia est propriétaire d'un certain nombre de bâtiments, vous vous en doutez, dont un ensemble qui est assez remarquable, je ne sais pas si certains le connaissent, c'est le site des Allumettes, qui est situé à Trélazé. Donc c'est une ancienne manufacture d'allumettes, comme son nom l'indique, avec des grands hangars qui ont été. Il y a eu un gros programme là-dessus, avec une mixité fonctionnelle, des logements qui sont sortis aussi, et puis on a notre régie de travaux qui est installée en fait en continuité du hangar que vous avez sur la photo. Donc on a tous les stocks, on a toutes les équipes aussi de maintenance qui travaillent là-bas, et on a ce hangar-là qui est en continuité, qui aujourd'hui servait. Il y a une œuvre d'art qui a été montée à côté, donc ça servait d'entrepôt et de lieu de travail pour l'œuvre d'art. Cette œuvre d'art est finie et on se dit que ça pourrait être un lieu privilégié pour stocker des matériaux de réemploi. Il y a du volume, effectivement, c'est quand même assez grand. Il y a de la hauteur sous plafond et puis c'est quand même bien situé puisque vous le voyez, on a une petite étoile là sur la carte qui le situe. On est entre Trélazé et Angers, donc c'est quand même intéressant comme endroit. On travaille aujourd'hui sur la faisabilité de la reconversion de cet espace-là.
c'est pas si simple que ça parce qu'il y a quand même des investissements préalables à faire. En fait, tout dépend de ce qu'on veut stocker. Mais si on veut commencer à stocker un peu de volume et puis avoir une dalle qui est droite, parce que là, elle est quand même un peu abîmée, la dalle à certains endroits, et ben, il y a quand même nécessité de faire des travaux. Donc, on est en train de voir dans quelle mesure il y a des travaux à faire et comment on finance ces travaux-là. Mais on se dit que ça pourrait quand même être un lieu assez attractif et assez privilégié pour faire du stockage de matériaux de réemploi, pour Podélia dans un premier temps, mais peut-être à terme de manière un peu plus large sur un réseau de preneurs et une structuration locale. Et enfin, donc le dernier site de projet sur lequel on expérimente, donc c'est le site de Châteauneuf-sur-Sarthe. Donc c'est une déconstruction. Et c'est un site qui était, donc c'est à Châteauneuf-sur-Sarthe, c'est un petit peu excentré d'Angers, on a une demi-heure au nord d'Angers. Et ce site-là, on l'a trouvé intéressant parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un site où il va y avoir une déconstruction et ensuite le site sera vendu. Donc, il n'y a pas de temporalité de déconstruction pour reconstruire avec des temporalités hyper serrées, etc. Donc, c'est un site où il n'y a pas vraiment d'enjeu temporel et où donc il y avait la possibilité d'aller expérimenter. Ça pouvait devenir un laboratoire de l'emploi où on pouvait aller s'intéresser à la transformation, à la récupération, au conditionnement, au transport, etc. Enfin, à tous les sujets qui incombent au réemploi sur certaines typologies de matériaux. Et donc, on a identifié deux typologies de matériaux autour desquelles on a proposé une expérimentation. La première, c'est le béton. Alors voilà, le béton, c'est 74% des déchets. C'est le premier matériau émetteur de gaz à effet de serre. Enfin voilà, c'est un matériau qui est problématique et en même temps qu'on utilise tous les jours au quotidien. Et son réemploi aujourd'hui est encore assez balbutiant parce que c'est compliqué, parce que c'est souvent structurel, parce qu'on ne sait pas encore bien faire. Il n'y a pas encore vraiment de méthodologie de dépose sélective et soignée bien avérée. Et donc, on a proposé d'aller expérimenter afin de définir une méthodologie de dépose pour la déconstruction sélective des murs de refend en béton qui serait réplicable à ce type de bâtiment. Parce que voilà, la déconstruction des bâtiments en béton est très propre à chacune des typologies. Donc là, on s'intéresse à un bâtiment qui est en R+2 avec une structure en voile béton. Et qui serait donc la définition de cette méthodologie de dépose serait aussi associée à une méthodologie de transformation de la matière. Donc à l'heure actuelle, les ambitions qu'on a de transformation, c'est la fabrication d'éléments de mobilier, donc de mobilier urbain, et d'éléments paysagers, donc de murs de refend, etc. On travaille en partenariat avec le EGP, qui est une école d'art appliqué à Angers, qui a une section design d'espace. Et donc, dans une logique de sensibilisation au réemploi et de montée en compétences autour des sujets du réemploi, on travaille avec la section design d'espace de cette école pour mettre en place des prototypes d'éléments de mobilier urbain et d'éléments paysagers en béton. Et donc, c'est le premier enjeu sur ce projet-là. Donc, on travaille avec tout un réseau d'acteurs. On travaille avec Evin Structure pour l'analyse béton, le diagnostic, les différents diagnostics structurels et la définition de la méthodologie de dépose. On travaille aussi avec le maître d'œuvre sur place pour voilà, justement rédiger les CCTP comme il faut en termes de méthodologie, pour inviter les entreprises à se positionner en termes de mode opératoire. On va aussi travailler évidemment avec le coordinateur SPS pour la mise en place de ce chantier. Et voilà, le but du jeu, c'est de se demander tous ensemble comment on peut faire. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place qui permette une dépose sélective et soignée des murs de refend dans un premier temps, voire de l'ensemble du bâtiment à très long terme, pour ensuite avoir une méthodologie qui soit réplicable, réutilisable et adaptable. Donc ça, c'est le premier sujet, le béton. Et ensuite, on a un deuxième enjeu autour des garde-corps en acier.
Donc, à la fois les garde-corps en acier qui sont sur ce site-là, donc qui sont des garde-corps en rampant et quelques garde-corps droits au niveau des paliers d'étage, mais aussi les garde-corps qu'on avait sur les opérations de Jalais et Villers, qui sont aussi des garde-corps à barodage en acier. Et là, l'objectif sur ces garde-corps-là, c'est de définir une méthodologie de dépose, de transformation et de repose pour leur détournement en rack à vélo. Parce que voilà, Anna et Podelia ont identifié le fait que les racks à vélo, c'était On en met un partout. besoin récurrent, qu'on en mettait partout, qu'aujourd'hui les râteliers, c'est de moins en moins autorisé. Donc les petits racks à vélo sur lesquels on met juste une roue, c'est plus vraiment autorisé. Il faut des vrais racks à vélo. Ça coûte cher, il faut en mettre beaucoup. Et là, on a une matière qui est propice à la transformation en rack à vélo. Et donc, on travaille aussi à la définition d'une méthodologie de dépose qui pourrait ensuite être réplicable en fonction des besoins de la maîtrise d'ouvrage et en fonction des typologies de garde-corps qui sont disponibles sur les chantiers de déconstruction. Et donc voilà, ça c'est un projet qui est en cours. Donc comme on a commencé à travailler dessus l'année dernière, ça prend de plus en plus forme aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de lancer l'expérimentation sur le béton à partir de l'été 2024. Et ces deux matériaux-là, ils ont vraiment été choisis parce qu'en fait, bon, le béton, il y en a partout. Et les garde-corps, il y en a partout aussi. En tout cas, sur nos constructions à nous, il y en a quasiment partout, hein. Il y a quand même pas mal de collectifs. Et dès qu'on a un collectif, on a des garde-corps. Donc, notre idée dans notre première approche en fait, de la stratégie de réemploi, c'était pas d'essayer de tout faire parfaitement sur une opération, mais d'essayer de pousser les curseurs au fur et à mesure sur les choses qui sont à la fois les plus évidentes et les plus systématiques pour, à terme, réussir réellement à l'intégrer dans toutes nos opérations. On se dit que si déjà, sur des petits éléments, on arrive à le mettre partout, au fur et à mesure, on va juste monter tous en compétences et on sera capable de le faire sur de plus en plus d'objets. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de travailler dans ce sens-là. Je crois. Ok. Alors, pour moi, vous faites pas que bouger les curseurs, hein. Moi, je trouve ça absolument passionnant et impressionnant, hein. On n'imagine même pas le travail d'orfèvre et de créativité mis au service du réemploi par le biais de l'expérimentation. Enfin, vraiment, moi, je suis très impressionnée. Est-ce que il y a davantage de réactions sur ce deuxième thème? Oui, non. Sinon, je vous laisse. Vous pourrez évidemment contacter les intervenants dans un deuxième temps. On vous enverra l'ensemble des supports et des coordonnées, bien sûr, si jamais vous êtes trop timide ou que les choses vous viennent dans un deuxième temps. Sinon, je vous propose, il est 15 heures, je vous propose qu'on passe au dernier temps et je redonne la parole à Julie qui fait une actu vraiment un peu sur ce qui se passe à la fois au niveau réglementaire, législatif et puis vraiment sur le Maine-et-Loire. Il y en a pour une petite dizaine de minutes, donc Oui, c'est ça, on va finir un petit peu en avance. Bon, on avait laissé un temps large pour les questions. Avant de se faire le point d'actu, voilà, merci à Anna et à Elsa d'avoir pris le temps parce que c'est vraiment, je trouve, une belle représentation de ce que ça veut dire aussi une filière réemploi des matériaux du bâtiment. Je trouve que par cet exemple-là, voilà, la rencontre des acteurs ou en tout cas la complémentarité des métiers, c'est ça aussi une filière et c'est ce qui amène à un joli travail comme ce qui est en train de se mener au sein de Podelia. Savoir qu'également sur Matémorphose, voilà, l'objectif c'est de favoriser toutes ces coopérations, cette interconnaissance des acteurs, ça participe à tout ça. Il y a également effectivement des transferts de matières qui se font entre notamment matière grise au profit d'une matériothèque qui va ouvrir dans les Mauges. Donc c'est ça aussi une filière, quoi. C'est comment chaque compétence des uns et des autres peuvent s'associer pour arriver effectivement à des choses beaucoup plus exemplaires et des changements de pratique. Donc merci beaucoup pour ce temps. Elsa et Anna, ça illustrait en tout cas très très bien une partie peut-être plus théorique aujourd'hui que moi j'avais à montrer sur la partie Matémorphose. Je vous partage mon écran à nouveau pour
pour vous faire un petit point d'actualité, donc effectivement, j'en ai pour 5 minutes de vous donner un petit peu de lecture des dernières choses effectivement qui sont passées, on va dire, dans les dernières semaines ou dans les quelques choses à venir. Donc déjà, se faire un petit point législatif. Je ne reviens pas sur la loi AGEC qui a publié les décrets sur le diagnostic des produits, équipements, matériaux, déchets. Donc c'est vrai que je ne suis pas revenue sur toute l'année 2023, je reste que sur les derniers éléments. Donc sur l'aspect législatif, sachez qu'il y a la loi Industrie verte qui a été publiée le 24 octobre 2023. Qui donne encore des avancées sur les sujets, notamment déchets, commande publique et également urbanisme. Je ne l'ai pas marqué là. Beaucoup de choses dans cette loi, des choses effectivement toujours plus ou moins ambitieuses, mais en tout cas des avancées, notamment sur cette sortie du statut de déchets implicite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des productions de chaînes, enfin dès qu'on génère quelque part un élément issu d'une activité, c'était considéré assez facilement comme un déchet. Maintenant, c'est l'inverse. Il y a quand même des éléments qui permettent de dire que même sur des chaînes de construction ou sur des actes de déconstruction, en fonction de certains critères, on peut sortir très rapidement un matériau, en tout cas éviter son statut déchet. Donc ça, c'est quand même un point assez important pour le sujet du réemploi, puisqu'il y avait un flou quand même sur le fait que quand on déconstruit et qu'on veuille se séparer, qu'on a l'intention de se séparer d'un matériau, ça lui donne automatiquement le statut déchet. Donc ça, c'est quand même très intéressant sur ce sujet-là. Voilà, je vous ai mis aussi quelques éléments, mais je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est je vous ai mis le lien carrément sur webinaire de Scov Avocat qui est beaucoup plus explicite, qui donne tous les éléments. Donc si vous voulez vous renseigner, je pense que ça vaut le coup d'aller voir. D'ailleurs, c'est un acteur qui est très intéressant à suivre pour tout ce qui est aspect juridique, réglementaire, sur le sujet du réemploi, du déchet, de l'économie circulaire de manière générale. Nous, ça fait partie des acteurs sur lesquels on est en veille constante. Donc voilà, et sur la commande publique, je vous ai mis, il y a des nouveaux motifs d'exclusion, et notamment sur les sujets de transition écologique et un renforcement du critère environnemental. Donc il y a d'autres éléments, je voulais vous donner ceux qui étaient plus liés effectivement au réemploi. Il faut savoir aussi que sur la REP PMCB, donc REP responsabilité élargie des producteurs, PMCB produits matériaux de la construction et du bâtiment, donc c'est des taxes sur la production des matériaux du bâtiment qui reviennent sur des obligations de tri de déchets, en tout cas des obligations qui permettraient effectivement des collectes gratuites. Je refais une passe très rapide juste pour dire ce que c'est la REP PMCB, mais concrètement, la REP PMCB se met en place sur la collecte des déchets et n'avait pas encore sorti sa feuille de route réemploi. On a Valobat qui vient de sortir des premiers éléments sur sa feuille de route réemploi, puisqu'il y a cet axe-là dans la REP PMCB. Il y a un objectif de 5% de réemploi à horizon 2028. Et donc, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt, donc je vous ai mis pour soutenir les plateformes de réemploi. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt est clos depuis le 10 décembre, mais il faut savoir qu'effectivement, plusieurs acteurs, dont certains du territoire, ont répondu. On verra effectivement lesquels sont soutenus par Valobat. Donc, voilà sur l'aspect un peu législatif. Sur l'aspect assurantiel, alors, il n'y a pas forcément une avancée. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, on a des assurances sur les matériaux du réemploi. Par contre, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut suivre, c'est que c'est ce projet Spirou, c'est un projet qui est mené par le CSTB. Sur l'accompagnement des pratiques de réemploi vers une reconnaissance assurantielle. Donc l'objectif, c'est de sortir des guides méthodologiques. Donc aujourd'hui, je vous l'ai mis sur 10 typologies de produits, équipements, matériaux. Donc je vous ai mis carrément toute la liste ici. Ces guides méthodologiques, bien sûr, amèneront vers une meilleure reconnaissance de ces matériaux, surtout dans l'acceptation par les assurances, puisqu'ils sont autour de la table en fait sur les productions de ces guides-là. Donc les premiers guides devraient sortir. Ils étaient prévus à fin 2023, on y est. Je ne les ai pas vus encore, mais ça devrait tarder. À savoir qu'en tout, c'est les 26 typologies identifiées par le CSTB qui devraient faire partie de ce projet Spirou jusqu'à fin 2024. Donc c'est intéressant, ça nous donne des typologies de matériaux qui seraient, on va dire,
potentiellement assurançable, ou en tout cas plus facilement assurable, en tout cas par les assurances pour du réemploi entrant, donc quand on est sur de la construction. Et je vous ai fait un petit focus quand même Maine-et-Loire sur nos actualités à nous. Il faut savoir qu'il y a une matériothèque. Donc matériothèque, c'est les plateformes de vente, enfin de récupération et de vente des matériaux par une écocyclerie. Donc là, c'est la matériothèque Siléo. Siléo qui est anciennement Agirec, donc sur le territoire des Mauges, qui ouvre ses portes à la vente. Donc elle collecte déjà, mais elle ouvre ses portes à la vente le 5 janvier 2024. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas l'info, ça permet de le savoir et pourquoi pas d'être là à cette ouverture. On mène également une étude de faisabilité pour une plateforme de stockage de matériaux de réemploi pour Angers-Loire Métropole. Donc ça fait partie également de la feuille de route économie circulaire, ça fait partie des enjeux importants sur Angers-Loire Métropole. L'objectif serait effectivement d'ouvrir cette plateforme à fin 2024. Donc à voir si ces délais sont tenus, mais en tout cas ça fait partie des choses qui arrivent. Également, pour ceux qui connaissent Articonex, qui est à la base un acteur plutôt nantais, donc Loire-Atlantique, qui a travaillé sur la plateforme de vente de matériaux de stockage et depuis travaille sur la plateforme de vente et de matériaux de réemploi, principalement sur des structures bois, ouvre un magasin à Beaucouzé en janvier. Et ils vont être assurés comme fournisseurs de matériaux. Donc les matériaux sortis du magasin Articonex seront normalement assurés comme Articonex sera assuré comme fournisseur de matériaux. Donc ça donne effectivement aussi à ouvrir sur ce champ assurantiel et sur l'accès à des matériaux assurables. Sachez également qu'il y a donc Comec, d'ailleurs, qui mène un partenariat avec Articonex, qui est une entreprise au sud de Cholet, qui a été lauréat de l'appel à projet économie circulaire de la région Pays de la Loire de Réal-Adem pour la mise en place d'une filière de remise en état des blocs-portes. Donc Comec est une entreprise qui fabrique des blocs-portes et là ouvre effectivement toute cette filière sur la partie remise en état réemploi, donc collecte, remise en état réemploi. Donc comme je vous dis, un partenariat avec Articonex, mais plus largement en fait, ça peut faire une filière sur les blocs-portes, donc ça c'est assez intéressant. Et en dernier point, comme vous l'avez vu, tout ce qui est de l'ordre de mise en réseau favorise les coopérations. Donc, on l'a vu avec Podelia et Matière Grise. Revoilà, Matière Grise est encore avec le ITA. Donc, le ITA, c'est une entreprise d'insertion territoriale qui fait partie de Métamorphose, qui travaille sur la dépose préservante, qui aujourd'hui réfléchit avec Matière Grise sur une filière de nettoyage des sanitaires. Voilà, sur notamment déjà un premier potentiel volume des déposes liées au bâtiment Podelia. Ça peut faire partie effectivement des premiers champs d'expérimentation. Donc affaire à suivre. Voilà un petit peu sur les actualités. J'en ai fait un petit peu le tour. Hop. Je vais arrêter effectivement le partage. Est-ce qu'il y a des réactions? Encore une fois, l'ambition, c'était... Ah oui, David, je vous en prie. Oui, bonjour, merci. Donc je vous remercie beaucoup pour la présentation. C'était très complet, très bien présenté, etc. Donc c'était vraiment super. Par contre, je me pose une question. Moi, je vois qu'il y a 10 participants là aujourd'hui. C'est réellement ça ou c'est plus large que ça, le nombre de personnes qui sont inscrites pour participer? Alors non, il y avait plus d'inscrits, il y a eu un taux de chute comme d'habitude entre l'inscription et la venue. Après, on avait envoyé que, encore une fois, c'était 49, je crois, pas plus. Et puis aux maîtres d'ouvrage, architectes, des constructeurs. On a bien vu qu'on n'avait pas fait Flores. C'est peut-être notre faute en termes de communication. À voir après. C'était plutôt, c'est effectivement c'est important que l'action de Métamorphose et puis tous les acteurs qu'il y a autour, que ce soit Podelia, etc. C'est vraiment la CCI, c'est important que tout le monde effectivement bouge parce qu'effectivement on a du mal à faire bouger le milieu du bâtiment par rapport à ses habitudes et le travail qui est fait est remarquable et il faut continuer parce que justement de façon à ce qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent et qui accompagnent le mouvement, quoi. C'est vrai que niveau communication, les fins d'année sont souvent aussi un petit peu chargées. C'est pour ça qu'avec
Pauline, on s'est dit qu'en l'enregistrant, on pouvait le rendre accessible. C'est toujours l'intérêt d'enregistrer les webinaires, de le refaire aussi. Et sûrement aussi d'accompagner d'autres sujets, de reproposer d'autres webinaires en 2024 et donc de continuer à faire voir un petit peu tout ça, ouais, carrément. D'ailleurs, Ok. si vous avez des retours sur des thématiques, n'hésitez pas. Maxime, je vois que vous avez 2 fois levé la parole. Levez la main, allez-y. Ah, c'est que j'ai levé les deux mains, peut-être? Non, non, une seule fois, mais oui, non, je pense qu'il y a aussi un problème enfin, des inquiétudes sur les parties réglementaires et assurantielles. Donc, après, moi, je suis pas un expert du bâtiment, mais dans mon travail au quotidien, c'est un peu ce que je constate et j'ai pas trop de visibilité sur l'évolution de tout ce qui est juridique, réglementation. Sur cette partie-là. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont un peu frileux sur la partie remploi. Vous parliez de remplacement de chaudières tout à l'heure, qui étaient donc des chaudières qui ont moins de 5 ans, hein, qui sont déjà obsolètes visiblement. Ça me laisse bouche bée, quoi. Ouais, c'est un sujet, la question, les deux questions de la responsabilité et de l'assurance, c'est un sujet qui est compliqué. Il y a beaucoup de freins parce que effectivement, un artisan qui pose, il ne peut pas se décharger de la responsabilité de la matière. En fait, même si sur le papier, il peut dire, voilà, je ne prends pas la responsabilité de, en fait, d'un point de vue assurantiel à l'heure actuelle, il sera toujours responsable. En fait, c'est le dernier qui touche qui est responsable. Donc effectivement, c'est compliqué. Il y a des artisans aujourd'hui qui se positionnent et qui acceptent de prendre la responsabilité. Il y a des maîtrises d'ouvrage qui aussi, voilà, enfin, par le biais d'accords entre les différents acteurs, il y a des choses qui se mettent en place et qui marchent, qui sont parfois un peu en dehors des clous conventionnels. Après, les compagnies d'assurance commencent à réfléchir sérieusement au sujet. Pour l'instant, rien n'est sorti, hein, voilà, il y a rien de concret n'existe. Mais en tout cas, c'est des réflexions que les assurances, notamment les assurances du bâtiment, la SMA-BTP, la MAF, se posent ces questions-là et planchent sur le sujet. Euh, et donc, euh, et donc, à terme, on devrait arriver à lever un peu tous ces freins. Il y a aussi la question des bureaux de contrôle, en fait, de qualification de la matière, qui est un gros sujet. Et là, pareil, en fait, il y a, enfin, par exemple, le syndicat des matériels a mis en place des systèmes de qualification plus systématiques assez récemment. Voilà, il y a tous ces freins de questions de responsabilité et d'assurance qui sont des gros sujets pour lesquels on n'a pas encore de réponse sur tout aujourd'hui, mais on y vient. Ouais. Pour compléter ce que dit Elsa, en fait, il y a beaucoup de choses de possibles, mais c'est encore au cas par cas. C'est-à-dire que on voit bien, je vois bien sur les accompagnements faits par Matière Grise. Là récemment, il y a eu des menuiseries extérieures qui ont été reposées en menuiserie extérieure sur un bâtiment neuf pour la communauté des Mahistoire. Donc il y a des choses possibles et pourtant là on touche à la décennale, au clos couvert, à l'étanchéité. Donc c'est quand même des sujets qui sont loin d'être négligeables en termes de responsabilité. Donc c'est possible, beaucoup de choses sont possibles, du structurel aussi, pas mal, mais au cas par cas. C'est-à-dire que sans accompagnement, aujourd'hui, sans avoir un bureau d'études réemploi ou carrément une équipe d'accompagnement, enfin un AMO, un AMO réemploi, un bureau de contrôle engagé, des bureaux structurels, c'est-à-dire d'avoir vraiment une chaîne d'acteurs qui sont engagés sur un projet spécifique. Effectivement, on n'a pas encore généralisé ce sujet-là. C'est pour ça que je parlais du travail du CSTB qui est quand même assez intéressant. Mais voilà, donc au cas par cas, encore une fois, il faut pouvoir se rassurer. On est encore
pas effectivement dans une plateforme de vente de l'ensemble des matériaux des bâtiments sur laquelle tous les artisans pourraient venir se servir comme aujourd'hui un négociant de matériaux du neuf. Ça, c'est effectivement ça qui manque aujourd'hui. C'est ce parcours un peu simplifié qui permet d'avoir des espaces de vente aux professionnels comme n'importe quel négociant de matériaux neufs. Donc c'est ce travail-là aussi qui est intéressant à mener. C'est pour ça que je disais que l'outil informatique, là où il devient très intéressant, c'est pour justement capitaliser un maximum d'informations qu'on fait aujourd'hui au cas par cas, comme je disais, grâce notamment au bureau de contrôle, à ces accompagnements-là, qui sont effectivement à systématiser. Plus on va pouvoir collecter, rassurer et avoir tous ces éléments qui suivent la matière, dès effectivement le plus en amont possible, plus on va pouvoir rentrer dans des chaînes effectivement assurantielles. Et plus les assureurs en fait vont être rassurés sur la chaîne de responsabilité et sur cette partie assurable. Donc on est d'accord que c'est encore un sujet un peu touchy, que c'est encore pas réglé de manière généralisée. Mais en tout cas, il y a des jolies choses qui sortent et on voit que ça avance quand même assez vite sur ce sujet-là. Et ce qui est assez passionnant, c'est que les assureurs, dès le départ, se sont mis dans la boucle des discussions. Donc ça, chose qui n'avait par exemple pas été faite au démarrage de la montée des biosourcés, de la filière biosourcée. Donc il y a une certaine intelligence de l'ensemble des acteurs aussi pour faire avancer le sujet. Donc c'est intéressant d'avoir ces lectures-là. Oui. Quand on parle de métier d'anticipation, hein, tout ce qui est démantèlement, des investissements, c'est des opérations qui sont quand même planifiées beaucoup bien en amont, donc qui sont supposées laisser le temps de mettre en place des process sur toutes ces problématiques. Bah, De mon point de vue. c'est justement un peu les sujets sur lesquels on travaille notamment avec Podelia. En fait, souvent, ce qu'on a remarqué, nous, sur voilà, les quelques années d'expérience, ça arrivait quand même assez souvent que on nous appelle, enfin, nous, Matière Grise, sur notre expérience personnelle, ça arrive assez souvent qu'on nous appelle un mois avant une démolition, en fait, en nous disant, bah voilà, en fait, on va faire une déconstruction, bah on a tel matériau, est-ce que ça vous intéresse? Et en fait, dans ces cas-là, c'est compliqué de mobiliser les acteurs nécessaires pour permettre une qualification de la matière, pour permettre, parce que la qualification de la matière, ça va pas être nous, Matière Grise, ou l'architecte qui est sur le projet preneur qui va le qualifier, c'est un réseau. Il va y avoir le bureau de contrôle, il va y avoir matière grise, il va y avoir un peu des structures ou fluide ou thermique. Enfin, la qualification se fait en groupe en fait. Et donc du coup, plus ça intervient en amont et plus c'est facile, plus c'est simple et plus c'est faisable en fait de faire des fiches matériaux qui sont complètes avec des prévalidations par les différents acteurs et de collecter les informations qui sont disponibles et de réfléchir à un process de qualification, de dépose et de repose. Mais effectivement, c'est la question de la temporalité en fait. Oui, un chantier de démolition, ça va être prévu 3 ans en amont. Le sujet du réemploi va arriver 3 mois avant en fait. Donc ça demande un changement de pratique qui est en train de se mettre en œuvre. David, vous vouliez intervenir également? Oui, tout à fait. Donc, moi, il y a tout un processus, je dirais, un peu nouveau qui doit être mis en place par rapport à ce type d'économie circulaire, hein. Et en particulier, quand même, un nouveau métier. Alors, on en a parlé comme ça, mais c'est vraiment le qualificateur de matériaux. C'est un nouveau métier qui est complètement à créer et qui va pouvoir, je dirais, nourrir les bases de données pour faire les choix qui seront validés après par les utilisateurs, également les bureaux de contrôle. Il ne faut pas confondre qualificateur et bureau de contrôle. J'ai entendu plusieurs fois un petit peu l'amalgame. C'est complètement différent. On va rentrer dans le processus, donc bureau de contrôle, sur la validation d'un projet comme on faisait avec du neuf, hein. Mais il y a un qualificateur entre les deux qui va, pour des matériaux donc, du coup, qui sont réemployés, redéfinir leur niveau qu'on peut justifier pour l'utilisation en fonction du type de bâtiment. En habitation, en code du travail, en ERP, on n'a pas forcément les mêmes exigences réglementaires par rapport à ces matériaux. Et aussi, tous les guides Spirou, effectivement, dont on parlait, c'est des choses qui prennent depuis enlever le matériau jusqu'à l'utiliser final. Ça reprend vraiment les séquences. C'est pour ça que ça prend du temps à sortir, mais c'est vraiment un outil de base de travail qui sera très importante pour l'évolution de la filière.
Oui, c'est vrai que le webinaire d'aujourd'hui n'était pas sur la chaîne de valeur et l'ensemble des compétences, donc on est passé un petit peu vite sur le rôle de chacun. Voilà, mais c'est sûr que ce sujet-là est passionnant aussi, et notamment sur le rôle dans la chaîne de responsabilité. Ça, effectivement, il y a quelques webinaires qui ont été faits là-dessus, donc ça peut être aussi des liens qu'on se transmet, en tout cas de la ressource aussi là-dessus. Où se retrouve la chaîne de responsabilité aujourd'hui dans le bâtiment autour du réemploi, sachant qu'on a perdu la responsabilité du négociant de fournisseur de matériaux neufs, en fait. C'est ça qui pose un peu problème dans cet équilibre, en fait, qui était construit autour du neuf et qui est à reconstruire un peu différemment, où chacun retrouve une place. Et effectivement, ce rôle d'une personne qui est en capacité et qui porte la responsabilité de qualifier, c'est-à-dire d'estimer qu'un matériau va être propre au réemploi et d'y adjoindre l'ensemble des éléments nécessaires à sa suite dans du réemploi entrant. Oui. Donc, mais bon, voilà, ça vaudrait un autre sujet de webinaire. Il y a un C'est autre sûr. point aussi qui est crucial, c'est l'acceptabilité par les clients finaux, en fait, parce que des fois aussi, il y a des réactions, etc. Et il faut aussi travailler sur ce côté-là, qui est pas négligeable. Ouais, parce qu'on a déjà vu des cas où il y a des projets qui ont été changés parce qu'en fait, il y avait des clients finaux qui n'acceptaient pas. Alors ça, en particulier en promotion privée, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai sur le social aussi, hein, et on en rigolait tout à l'heure avec Elsa parce qu'on s'est posé plein de fois cette question-là, en fait, et qu'en interne, même à l'entreprise, alors il y a plusieurs sujets, hein. Il y a le bailleur, est-ce que le bailleur est prêt à le faire? Parce que nous, on a aussi des équipes de clientèle, etc., qui ne sont pas forcément partants sur tous les projets. C'est aussi pour ça que dans le cadre de l'AREA, notamment, on a mis l'accent sur les espaces extérieurs, parce que ça passe beaucoup mieux quand c'est sur les espaces extérieurs, donc on commence par la facilité. Et puis, il y a aussi le sujet, effectivement, des locataires, dans notre cas. Et typiquement, là, notamment sur les appareils sanitaires, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a plutôt fléché dans le lot 3, donc le lot qui est à destination de preneurs extérieurs à Podélia, parce que même si il n'y a pas de souci d'hygiène, il n'empêche qu'aujourd'hui, aller expliquer aux locataires qu'on va réemployer des sanitaires et qu'on va leur remettre des sanitaires qui ont déjà servi ailleurs, eh ben, c'est pas si évident que ça d'un point de vue de l'acceptation. Et donc, ça pose des difficultés et on se heurte un peu à cette barrière-là, qui est purement psychologique, en fait, parce que ça change absolument rien à la fonctionnalité des sanitaires. Mais néanmoins, on a ce souci d'acceptation qui doit venir d'une évolution progressive des mentalités. Mais ça prend un peu de temps et on est tout à fait conscient de ça. En fait, aujourd'hui encore, quand on dit qu'on réemploie, c'est comme si on allait recycler, enfin, même pas recycler. C'est quoi le mot que tu as employé tout à l'heure? C'était un client qui est venu te chercher de la récup. C'est ça. C'est comme si on allait faire de la récup. En fait, on fait pas de la récup. On donne une nouvelle vie à un matériau, mais on fait pas de la récup, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est très précautionneux, nous, et qu'on essaie de cibler les bons postes, parce qu'on veut justement pas tomber dans cet écueil-là et dans ces critiques-là, parce que ça sera un frein au développement de la démarche. Donc, c'est important de se sécuriser là-dessus aussi pour le bailleur. Et c'est le cas aussi en promotion privée, peut-être d'autant plus, je sais pas, je m'en rends pas compte. Bah, ça a l'air d'être le cas un peu partout, en fait. Il y a aussi donc il y a le sujet des locataires, etc., sur des éléments comme les sanitaires, etc., où là, c'est des freins qui vont être culturels, en fait, et psychologiques. Il y a aussi la question de l'esthétique, en fait, où quand on nous dit qu'un matériau est, on l'a eu il n'y a pas longtemps dans des retours d'offres, où c'est esthétiquement obsolète. Donc voilà, on nous dit on va pas réemployer parce que c'est esthétiquement obsolète. Il faut aller questionner la question d'esthétique, il faut aller questionner la question de beau, il faut aller et ça demande à tous les acteurs, hein, les archis, les maîtres d'œuvre, etc., les premiers, à s'interroger sur ces sujets-là pour justement lever tous ces freins culturels, esthétiques, psychologiques. Un peu de créativité, là, comme on voit pour les racks à vélo, c'est une bonne idée. Je veux dire, voilà, c'est des choses comme ça, des fois, voilà. Non, c'est bien. C'est aussi ces petites choses-là où voilà, les racks à vélo, ça va être transformé, ça va être peint, ça va être joli. Et c'est aussi ces petites choses-là qui vont peut-être paraître un peu anecdotiques, qui vont justement permettre de tirer la ficelle derrière pour aller faire plus, aller faire du secondaire, voire du structurel sur des projets, quoi. Ok. Pascal nous a envoyé un lien. Pardon, allez-y, David. Non, c'est fini. Non, c'est
disais juste Pardon. OK. Ok. Ben, Pascal nous fait à la limite terminer sur une note positive, c'est super. Il nous envoie un lien vers les trophées bâtiments circulaires qui montre un abri à vélo en ski réutilisé, en disant on avance, on avance. C'était un peu l'idée quand même de ce webinaire, c'était de dire que c'est pas le sujet le plus simple, le BTP, le réemploi, mais que de fait, il y a quand même énormément de choses qui bougent et que plus il va y avoir les REX qui seront mis grâce au PTCE dans le centre de ressources, etc., plus ça pourra avancer. C'était vraiment ça l'idée. Si encore une fois, vous avez des suggestions de thématiques pour de futurs webinaires, n'hésitez pas. Et je relance l'appel pour Julie, sauf si tu veux le faire toi, de bêta-testeur. Pour, Plus globalement, tous ceux qui se voient des compétences soit associées, soit à venir effectivement partager, et puis notamment autour de cet outil numérique, donc avec la contractualisation et le fait de mettre ce protocole en place. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Voilà, pour la moindre question, j'ai envie de dire même plus largement autour de Matémorphose. Et oui, autour du fait de venir alimenter et aider à co-développer un outil commun. là, Pascal vous dites, peut-on partager chacun de nos organismes la rediff du webinaire? Un grand oui, évidemment. Le plus possible, en fait. Il faudra pallier le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, nous, on va rediffuser aussi sur les réseaux sociaux. Et vous, le plus possible, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On vous envoie les PowerPoint et les coordonnées des intervenantes. Mais du coup, je vous remercie encore, Anna, Elsa et Julie. Pascal redit quelque chose. Attendez. Je vais faire le teasing de la fin. Ah, non, merci à vous. Et à bientôt, peut-être. Bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.